Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP, l'émission où on parle cuisine, agriculture, écologie, politique. Et on va en parler avec le confinement beaucoup. On va parler des bonnes et des mauvaises recettes pour passer ce confinement. Vous le voyez sur ce plateau, nous sommes masqués. C'est le protocole arrêté par l'Assemblée nationale parce que notre plateau est petit, mais on va quand même pouvoir déguster tous ces plats. Alors avec moi pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick Mignola. Bonjour Patrick Mignola. Vous êtes président du groupe Modem et démocrate apparenté, vice-président du Modem, un pur produit centriste. À 21 ans, vous êtes déjà président national du mouvement des jeunes républicains, composante de l'UDF. Vous devenez ensuite membre des cabinets ministériels de François Léotard, François Bayrou, Michel Mercier. Mais vous êtes aussi un produit du terroir, vous, le natif de Chambéry. Vous avez été maire de la Ravoire, une petite commune de Savoie. La Savoie qui ne semble pourtant pas avoir tellement inspiré le menu du jour, Jean-Pierre. Non, au menu de l'œuf dans tous ses états, avec des œufs de mulet séchés, la poutargue avec des tagliatelles. Et en dessert, c'est la poule, cette fois, qui s'y colle avec des œufs à la neige. Mais attention, on verra pourquoi, sans caramel. Dans les pieds dans le plat, les restaurateurs ont du pain sur la planche. Obligés de fermer boutique, ils développent le click and collect. Je commande et j'emporte. Vous entendrez le patron de chez Françoise qui nous fournit les plats chaque semaine et encore pendant le confinement. Et dans le dessous des plats, nous poserons la question, est-ce possible d'acheter dans l'alimentaire 100% français ? Pas si simple en raison de la prolifération d'étiquettes, pas toujours très claires. Allez, on passe à table tout de suite, cuisine et confidence. Patrick Mignola, votre alliance avec La République En Marche et le Modem, votre parti pour les législatives de 2017, a laissé des traces lorsque vous êtes à table. Ça donne en fait du en même temps des œufs et des pâtes à la poutargue, qui sont des œufs de mulet séchés, et en même temps des œufs, alors cette fois c'est la poule, ouf, des œufs au lait, comment on dit ? Des œufs au lait, oui ? Des œufs à la neige. Des œufs à la neige même, des œufs à la neige, mais sans caramel. Alors, Brigitte l'a dit, vous êtes savoyard. Comment un savoyard qui baigne dans les fromages peut s'intéresser à la poutargue ? D'abord, est-ce que vous dites poutargue ou boutargue ? Je dis boutarga. Boutarga. Mais parce que à l'italienne, parce que la Savoie est quand même frontalière avec l'Italie et que j'aime mes plats savoyards, la tome des Bauges, j'aime le Beaufort, j'aime le reblochon. Et puis je crois que beaucoup de gens aiment ces plats en France. Mais j'aime aussi faire 3 heures de voiture et me retrouver en Italie. Et en quelques jours, avoir le sentiment que le temps a été suspendu pendant plusieurs semaines. Dites-nous ce que c'est un petit peu, parce que tout le monde ne connaît pas ce que c'est que la poutargue ou la boutarga, comme vous dites. Alors, ce sont des œufs de poisson. De mulet. Qui sont séchés. Et que ensuite on peut utiliser en le râpant. Il vaut mieux être plusieurs à table, c'est bien qu'on soit 3 aujourd'hui, puisque ça se conserve très mal. Ça permet d'avoir un plat complètement brut, parce que vous faites des pâtes, vous mettez un trait d'huile d'olive, du sel, du poivre, et vous râpez un peu de poutargue, et c'est fait. Et ça, vous l'avez découvert à quel âge, la boutargue ? C'est pas un plat d'enfance, ça fait pas très longtemps. C'est justement en allant en Italie où j'ai constaté un jour, je devais être à Bologne, et j'ai vu un serveur regarder avec admiration un client qui avait commandé les spaghettis à la boutargue. Pourtant, Bologne, c'est pas la terre de la poutargue. C'est vrai. On en mange plutôt en Sicile, en Sardaigne, à Naples. C'est très juste. C'est de la mer, en Voilà, fait, exactement. de C'est très juste. toute façon. Un peu dans le golfe de Gênes. Oui. Mais en fait, en Italie, contrairement à ce qu'on pense, l'Italie utilise énormément les produits de la mer, même à l'intérieur. Et c'est vrai que essayez, allez dans un restaurant italien, même quand c'est pas en Italie, et vous commandez des spaghettis à la boutargue. Là, on va vous regarder en disant c'est un spécialiste. Voilà quelqu'un qui sait ce que c'est que manger des pâtes. Bon alors, c'est chez Françoise, on l'a dit, qui nous fournit ces plats. Je vous tends ce plat-là. Merci beaucoup. Donc, ce sont des tagliatelles, en fait. Alors, on peut enlever le masque pour goûter le plat. Merci, Brigitte. Ce que l'on peut faire. Donc, je vous encourage à le faire. Et puis, ce sont des tagliatelles, ce ne sont pas des spaghettis. Et on voit la boutargue sur le dessus. En fait, ça se présente comme cela. Alors là, elle n'est pas râpée.
Là, elle est en fine lamelle. Fine lamelle. Monsieur Mignola parlait de la râper, mais aussi on peut la couper en fine lamelle. Ce qu'il faut aussi dire, Brigitte, c'est que c'est un plat très clivant. Patrick Mignola disait il vaut mieux être nombreux à table, mais souvent, c'est pas facile de trouver une communauté de 6-8 qui est prête à partager de la poutargue. C'est un parce que goût c'est en fait très prononcé. très iodé, très poisson. Très Ce sont iodé, des œufs. très oui. fort. C'est une jolie couleur. Il y a une harmonie des couleurs là dans ce plat qui est assez jolie. Je vous confirme que quand j'en fais à la maison, de toute façon, je me fais très vite sermonner par mon épouse en la laissant au frigo. Parce que en plus, c'est un goût assez fort qui donne du goût à tout le reste. Effectivement, elle est parfois conditionnée, vous l'avez dit, dans un bloc de cire qui permet de mieux la... Mais parfois, elle est sans ce bloc de cire, donc ça dépend un peu. Ça peut être très cher, Brigitte. Alors C'est- effectivement, parce qu'il y a une surpêche on appelle sur ça le le mulet. caviar, le caviar de la Méditerranée. Il y a une surpêche. Alors vous avez aussi des poutargues de thon. Par exemple, au Maroc ou en Mauritanie, on prend plutôt des œufs de thon, mais c'est moins fin que les œufs de mulet. Et un peu de C'est vrai que cocorico. c'est un mets un peu de luxe, Un on peu de pourrait luxe. dire. Et les Français savent en faire. Hein. Les Martégots faisaient beaucoup de poutargues il y a quelques siècles. Donc on a aussi... La France est une terre de poutargues. Non, mais c'est vraiment... Est-ce que c'est à un votre plat goût, exceptionnel. Patrick Mignola? C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est presque aussi bon que quand je le fais moi-même. Non, pardon, mais... Vous êtes très très gourmand, très gourmet, vous aimez cuisiner. Oui, j'aime beaucoup cuisiner. Mais en fait, j'avais un grand-père qui était cuisinier, donc j'ai toujours beaucoup cuisiné. Vous avez traîné près des fourneaux. Bah oui, c'est ça. En fait, il était pêcheur au bord du lac du Bourget. Donc tous les matins, il partait récupérer tantôt les écrevisses, tantôt les grenouilles, tantôt les brochets. Et je le regardais faire. Il ne m'a jamais appris en tant que tel à faire à manger. Donc je le fais volontiers à la maison. Je fais des choses très simples. Mais mon épouse n'aime pas beaucoup cuisiner. Alors qu'elle cuisine très bien. Ah, Je cuisine finalement moins bien qu'elle, mais je cuisine à chaque c'est fois vous que je qui suis êtes là. au fourneau. Voilà. Et vous aimez faire le marché? Vous Oui. allez le samedi matin, le dimanche matin? Et j'aime même faire le marché et le supermarché. Moi, je suis un flâneur de supermarché. Alors, on ne peut plus le faire en période de Covid, parce qu'au contraire, il faut y passer le moins longtemps possible. Mais j'aime bien aller découvrir les produits nouveaux, ce qui est sorti. Alors, c'est même un peu bizarre, quoi. Mais Et vous créez un peu bien des voir. recettes? Ça Oui. vous amuse? Ouais. En fait, ce que je fais principalement en matière d'alimentation, c'est accommoder les restes. Ah, ça c'est une bonne technique, c'est Ah, sympa. c'est pas mal. Ça. Et ça, c'est formidable. Moi, j'adore Ça, c'est ouvrir le votre femme qui frigo doit être contente. et essayer d'inventer quelque Surtout chose. quand on est des enfants à la maison, parce qu'il y a souvent des plats un peu commencés à droite et à gauche. Et voilà. Et donc, plutôt que laisser gaspiller. Alors donnez-nous une je- petite astuce là, pour les Accommode. téléspectateurs. Comment accommoder 3 bouts de pommes de terre, un bout de fromage et une courgette. Bon, gratin, alors vous une coupez salade. tout. Alors vous coupez tout comme il faut. D'abord, vous les faites cuire pas ensemble, parce que je veux dire, Séparément. le secret quand même pour que ce soit bon, il faut quand même que la cuisson soit faite séparément. Là, pour le coup, vous pouvez casser un œuf dessus. Et si vous voulez vraiment faire un truc, ouais, vous faites tout cuire séparément. Vous mettez ça dans un plat. Allez, quelques morceaux de beurre. Et puis vous râpez les derniers morceaux de fromage que vous avez dans le frigo dessus, vous mettez ça au four. Bon, avec 2 tranches de saucisson, ce sera parfait. Les enfants se régaleront. Vous m'avez l'air assez incollable. On va passer au quiz dans cette émission. Alors vous êtes originaire de Savoie. On l'a déjà vu en préambule, sans doute incollable sur vos fromages. Mais en tant qu'ancien conseiller régional Auvergne-Rhône-Alpes, dites-moi laquelle de ces pâtes ne fait pas partie de cette région. Alors, le Salers, en A. En B, le Saint-Marcelin. En C, la Tome de Bauge. Et en D, le crottin de Chavignol. Ah bah si, c'est le crottin de Chavignol, Oh qui là fait là, pas alors partie ça, de la région. Ah bon. Alors, très fort, là, très vraiment, fort. on a Bravo. un cadre du Là, fromage. on a un là. cadre. Le salaire, c'est de formidable fromage auvergnat. Alors, on va continuer. Voilà, Cantal. Saint-Marcelin. Le Saint-Marcelin. Quel département? Ça, c'est l'Isère, Ah, bien. bravo. tout près de chez moi. Et la Tome des Bauges. Et la Tome des Bauges, c'est dans ma circonscription. Oui. Voilà. Bon. Ça a été la dernière AOP qu'on a obtenue dans la région. Respect. Voilà. Félicitations. Ouais. Alors, Deuxième vous quiz. savez que la première AOC qui avait été faite, c'est celle du Beaufort, en Savoie. Ouais. Partout en France. La première AOC, ce sont des Savoyards qui ont inventé L'appellation d'origine contrôlée. l'appellation d'origine contrôlée pour protéger le Beaufort. Et c'est comme ça que ce terroir du Beaufortin a été sauvé. Le Beaufortin, c'est 4 communes, 4 barrages et 4000 vaches, schématiquement. Voilà. Et un fromage connu dans le monde entier. Exactement. Et une grande personnalité qui fréquentait ce territoire et qui avait contribué à l'époque avec M. Vialet à inventer l'AOC, c'était Hubert Beuve-Méry, Ah oui. le fondateur du Monde, qui s'y Monde. retirait un mois
chaque été, dans une maison sans eau, sans électricité, sans assainissement. Et c'est ainsi qu'il réfléchissait. Et il a permis aussi aux Savoyards de réfléchir avec lui pour arriver à faire des AOC. Voilà, vous êtes très très fort. On va passer au deuxième quiz pour voir si vous vous en sortez aussi bien. Alors, laquelle de ces légendes urbaines sur le crozet, petite pâte savoyarde, est fausse? Alors, A, ça vient du patois savoyard croé, qui signifie petit. B, ça vient de Crozet, village du Forêt, qui approvisionnait la Savoie en farine de sarrasin. C, ça vient du latin cru, qui veut dire croix. D, ça vient du nom du docteur Croizat, qui prescrivait des crozets à ses patients. Ah, mais vous avez vraiment... On a cherché. Vous êtes creusé la tête, mais On s'est creusé la tête, comme vous dites. C'est A la bonne réponse. Hein. Elle est croée. Non, il y en a une qui est fausse. Parce que ça, c'est sûr. Alors après, il faut trouver la fausse. Ce sont des légendes qui sont Ah, mais Alors, sur les c'est légendes vrai. locales. c'est des légendes urbaines. Hein. Il y en a une qui est complètement fausse. Là, c'est vrai, c'est le patois. Ouais. La deuxième, je la vois pas. Alors, ça vient de Crozet, village du Forêt, qui approvisionnait la Savoie en farine de sarrasin. Mais est-ce que dans le Forez, on fait du sarrasin? J'en suis pas sûr du tout, moi. Ben voilà, c'est arrivé. Donc c'est bien Ouais. ça, c'était faux. Oui, c'est ça, d'accord. Bon. C'est totalement faux. Bah oui, parce que non, la farine de sarrasin, on fait beaucoup de choses dans le Forez, mais on fait pas de farine. Mais bien vous. Alors- 10 sur 10 pour les deux quiz. Alors, on m'a dit que quand vous alliez déjeuner chez vos collègues du Modem, ils ont un peu vendu la mèche, hein, au lieu d'apporter des fleurs, vous apportiez volontiers, vous, du fromage de Savoie et puis du bon vin. Vous êtes un peu le spécialiste? C'est le Ouais. cadeau que vous arrivez quand Oui, vous êtes j'aime invité bien. chez les gens? Bah oui, parce que je trouve ça sympa. D'abord, ça fait connaître les fromages savoyards. En plus, c'est un beau cadeau. Parce que quand vous essayez de trouver du Beaufort à Paris, ça vaut plutôt autour de 40 € le kilo. Alors que j'arrive à trouver des très belles meules numéro 100, c'est-à-dire celles qui sont les plus fruitées, autour de 20-22 € en Savoie. Donc Il y a du trafic de ça permet d'en avoir un peu plus. Voilà, fromage de Savoie. Une explication sur la meule sans, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, quand vous faites du Beaufort, c'est depuis les techniques traditionnelles, même si aujourd'hui on a mis un peu plus de technologie, en fait, vous avez des grandes cuves dans lesquelles vous mettez le lait. Et puis progressivement, vous sortez le lait pour en faire les fromages, donc qui sont des meules à peu près de cette Ouais, taille-là. c'est énorme, une meule, ouais. Et puis, par cuve, on fait 100 fromages. Et il vaut toujours mieux taper dans la meule numéro 100 parce que c'est celle qui est au fond de la cuve. Et donc, c'est celle qui aura le plus de goût, en fait. travaillé, qui aura récupéré tous les goûts, qui aura vécu un peu plus longtemps dans la cuve. Et c'est là que vous avez les goûts de fruits, de fleurs, parce que le Beaufort d'été, le Beaufort d'hiver est bon aussi, mais c'est un Beaufort de foin. Et c'est comme le Alors que comté, des on peut Beauforts le de laisser fleurs, vieillir. Ah oui. Bien sûr. Ouais. Mais c'est inscrit sur la meule, le numéro 100. Bien Si je sûr. vais chez mon fromager demain, je lui dis je veux du 100, Ah ben, il va aller chercher ses étiquettes et il va m'en trouver. je suis sûr que votre fromager, qui doit être très bon, connaît meule numéro 100, mais en général, les distributeurs, en fait, les gardent pour les dégustations ou pour les restaurants. D'accord. Voilà, pour qu'on Elles ait sont vraiment, triées sur le volet. le goût. Alors, mais par contre, si vous avez un fromager à Paris qui connaît les meules numéro 100 de Beaufort, celui-là, on lui fera une médaille d'honneur du Savoyard. Hein. Ouais. Alors racontez-nous, c'était comment le dimanche midi chez les Mignola quand vous étiez petit? On parlait politique, on dégustait quoi? Alors, on ne parlait pas du tout de politique parce que mes parents ont toujours été très inquiets que je fasse de la politique alors que j'ai eu envie d'en faire dès tout petit. On mangeait les plats qui avaient été inventés par mon grand-père. Moi, j'avais un papa qui cuisinait, une maman qui cuisinait beaucoup et très bien. Et c'était les plats, comme mon grand-père était restaurateur, qui avaient été un peu ses plats stars. Alors évidemment, c'est une restauration des années 30-40, Ah oui. puis jusqu'aux années 70. Qu'est-ce qu'on mangeait dans ces... Et donc, on mangeait vraiment du local. Donc, c'était les grenouilles faites un peu à la persillade. Ouais. Le brochet, c'était plutôt la quenelle de brochet, avec un peu les écrevisses. Comme à Lyon, là, la quenelle de Ouais. brochet, Voilà. un peu à la lyonnaise, d'accord. Exactement, mais plus avec les écrevisses du lac. D'accord. Donc, on n'en faisait pas forcément la sauce Nantua. Oui. Nantua, c'est l'autre département, c'est l'un. La perche, ça existait aussi c'est déjà bien sûr, alors, il y avait plutôt la petite friture. Ça, c'était plutôt la friture de perche chaud, pas facile à faire. Après, quand les perches sont un peu plus grosses, vous pouvez les cuisiner au beurre. Mais c'était plutôt de la friture de perche chaud. La vraie perche, c'est plutôt le lac Léman D'accord, oui, c'est qui fait ce genre de plat. La volaille au riz sauce suprême. Ah oui. C'était quelque chose d'assez formidable, donc assez inspiré de la volaille de Bresse. Mais comme en Savoie, on est moins riche qu'en Bresse, on ne met pas les truffes qui vont avec, ni les morilles, mais avec une belle volaille au riz, avec un bon bouillon de poule, ça Donc vous aviez fonctionne. le goût du produit déjà à l'époque? Ah bah oui, puis produit du lac.
Parce que c'est vrai que quand on parle de la Savoie, je sais bien, en fait, immédiatement on s'imagine les montagnes, la neige, les moon boots et la tartiflette. Mais en fait, les 2 tiers de la Savoie, c'est la Savoie d'en bas. Oui. En fait, c'est Chambéry, Aix-les-Bains. Sort des clichés. Et c'est plutôt la Savoie des lacs. Ouais. Donc on a plutôt un terrain à plat et on fait plutôt le tour Produits de de la mer, lac. des lacs. Et voilà, on fait plutôt des produits du lac. Et il y a un poisson qui est absolument formidable, c'est l'omble chevalier. Ah oui, Voilà. ça revient à la mode. Qui est une Beaucoup de espèce restaurateurs protégée, voilà. du coin refont l'omble chevalier parce qu'ils ne veulent plus aller chercher des poissons en Atlantique ou en Méditerranée. Exactement. On se recentre sur ces... Ça reste une niche quand même. Hein. On ne connaît pas partout. Non, mais dans ces restaurants du Oui, coin, c'est vrai. il y a beaucoup de restaurateurs qui ne veulent plus faire s'approvisionner en Méditerranée ou en Atlantique à cause de ce que tu disais, des circuits courts. Et du coup, on va chercher de l'omble chevalier. Et puis c'est un poisson de lac qui n'a pas trop le goût de vase. Parce qu'il peut arriver sur des brochets, que vous ayez cette espèce de goût de poisson de lac qui est un peu vaseux. C'est pour ça d'ailleurs qu'on en fait plutôt de la quenelle ou de la terrine. Mais vous avez le cendre, l'omble chevalier, des plastards. Un jour, j'avais invité Jean-François Kahn à venir parler de Victor Hugo en Savoie. On avait vécu une soirée assez formidable. Il m'a dit, je viens gratuitement, je te demande même pas de me payer l'hôtel. La seule chose que je te demande, c'est d'aller déguster un omble chevalier au bord du lac du Bourget. Ça, c'est des Et on souvenirs. avait fait ça. Parce qu'il y en a beaucoup des souvenirs à table. On va passer à présent à la brève de comptoir. Alors, on vous a demandé, Patrick Mignola, de réfléchir à un souvenir autour d'un repas qui mêle effectivement l'alimentation, la nourriture et la politique. Vous avez sûrement ça, vous qui avez une longue carrière politique déjà. Oui. D'ailleurs, il y a plein de repas qui sont indicibles. Parce qu'on ne peut pas répéter ce qui s'y est dit. Il y a prescription peut-être depuis. J'ai le meilleur souvenir de ma vie à table, en table politique. Parce qu'un jour, j'ai décidé d'arrêter de faire de la politique. Moi, j'avais été élu la première fois en 1995. Vous voyez, le président de la République n'avait pas le droit de vote. Parce que j'ai toujours aimé ça. Et Vous qu'un seul mandat ? dès 23 ans, voilà, j'avais été élu. Après, je suis devenu conseiller général, conseiller régional, j'ai occupé plein de fonctions. Et puis, en 2009, j'ai décidé de quitter tous mes mandats et de rester juste maire pour avoir ma petite commune avec mes copains. Et c'était très bien comme ça. Et j'ai invité quelqu'un dont je voulais faire mon successeur, et en fait ma successeur, qui s'appelait Odile, que j'ai essayé de convaincre. À la fin du repas, je ne l'avais pas convaincu de me remplacer au Conseil général, mais en revanche, je l'ai épousée 1 an après. Et donc, c'est probablement le meilleur souvenir politique, parce que ça a commencé comme un déjeuner politique, et j'ai trouvé la femme de ma vie. En fait. C'est excellent. Bravo. Belle histoire. Bon, alors on va continuer, on va parler encore un peu. On avait bu un peu aussi. Ah, c'est peut-être ça. Alors, comme on est à la télé, on dit avec modération. Avec Mais modération. on avait dégusté un certain nombre de vins savoyards. Je lui ai fait faire des découvertes, notamment de vins d'assemblage savoyards, à partir de mondeuses, à partir de persans, qui sont des très vieux cépages savoyards, et qui étaient formidables. Allez, on va continuer à parler un petit peu de politique et Technique beaucoup de séduction. de confinement et de ses conséquences. Je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission et on met les pieds dans le plat. Alors, les Français sont confrontés à leur deuxième confinement, mais dès le premier, ils ont un peu changé leurs habitudes. C'est le cas de Claude, qui a décidé d'acheter uniquement des produits frais et de se mettre au fourneau avec beaucoup de réussite, vous allez le voir. C'est un reportage de Nathalie Guilloire. Ce week-end, donc, avec un rôti longuement cuisiné pendant 6 ou 7 heures, donc on va l'accompagner avec un peu de carottes braisées. Claude a décidé de prendre son temps pour cuisiner. Ce week-end au menu, c'est noix de veau, un plat qui mijote durant de longues heures. Pas de souci pour Claude, préparer des petits plats, c'est devenu une nouvelle habitude. Aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de choses maison, donc on fait des pâtes, on fait les raviolis maison, on fait les sauces aussi, on élabore les sauces pour aller avec les pâtes différentes, les sauces au poisson, les sauces à la tomate. Une nouvelle passion née pendant les longues journées du premier confinement. Claude a même cassé sa tirelire en s'équipant avec des accessoires de cuisine. Donc pendant le confinement, on a investi, on a été obligé, parce qu'on s'est rendu compte qu'il nous manquait des choses pour élaborer tout ça. Donc on a investi dans un super robot rouge. En fait, l'idée, c'était d'investir dans quelque chose qui nous permette d'élaborer toutes les recettes qu'on veut faire. Un déclic qui a résisté au déconfinement. Au moment du confinement, on a fait beaucoup de choses ici à la maison, on a fait beaucoup à manger. Et puis du coup, après, on a décidé que ce serait bien aussi de continuer à faire le maximum
éviter d'acheter du tout prêt, éviter d'aller acheter un peu n'importe quoi, voilà. Et son inspiration, elle la puise à quelques pas de chez elle, au marché de Marina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est ici qu'elle vient acheter ses fruits et légumes locaux et trouver de nouvelles idées de recettes. Alors, c'est des produits de saison, puis ça nous oblige à être un peu créatifs en fait, parce que moi, par exemple, le chou romanesco, j'avais pas eu l'habitude du tout. Dans une grande surface, vous en avez plein, mais vous passez à côté, vous passez vite. Moi, j'avais pas forcément l'habitude. Là, l'idée, c'est de tenter de manger différemment. Donc, depuis le confinement, je ne fais plus que mes courses de cette façon-là. On est bien d'accord que j'ai abandonné toutes les grandes surfaces. Et ici, Claude n'est pas la seule nouvelle cliente. Les commandes de paniers ont augmenté avec le rester chez vous. On a eu une prise de conscience pendant le confinement qui s'est concrétisée sur le long terme pour certains. Et avec des gens qui se rendent compte effectivement que c'est pas forcément beaucoup plus cher, c'est pas forcément plus difficile de manger des produits locaux. Mais il y en a certains qui nous ont lâchés juste après le déconfinement. Donc ils sont venus juste nous voir pendant la période où on était confinés. Si certaines personnes ont de nouveau cédé à la tentation des plats transformés, Claude, elle, compte bien ne pas abandonner ses nouvelles habitudes pour mieux manger, surtout aujourd'hui, avec le retour du confinement. Alors, on l'a vu, Patrick Mignola, sympa, Claude qui s'est mis à la cuisine grâce au confinement, comme quoi ça a quelques vertus. Vous aussi, vous avez revu un peu vos façons de faire la cuisine, façon de faire vos courses avec le confinement. Vous êtes plus sur des circuits courts, vous êtes... Je pense que je l'étais déjà beaucoup, parce que justement, il y avait une tare familiale à utiliser plutôt les produits locaux en circuit court. Mais j'ai constaté que les gens avaient pris l'habitude pendant le premier confinement et ont conservé cette habitude d'aller faire travailler les producteurs locaux, notamment les maraîchers. Et ça, c'est intéressant. Parce que, Vous l'avez constaté dans votre circonscription. Ah par oui, exemple. oui, c'est clair. Ouais. Donc, il y a eu un Ce sont boom quand même des pour ces légumes qui n'ont petits pas le même goût, producteurs. c'est vrai. Ils allaient directement à la ferme les acheter, directement. à l'exploitation. Voilà. Et comme ça, alors, c'était une occasion de sortie. Puis finalement, c'est une occasion de sortie très agréable. Mais c'est des habitudes qui vont perdurer, vous croyez? Ah oui, d'ailleurs, ça a perduré. Ça a perduré. Ça a perduré. Donc on continue d'aller chercher les légumes là où on allait les chercher, quoi. Et maintenant, il y a beaucoup plus de monde. Alors, ce qu'on voit dans le reportage aussi, c'est qu'elle a acheté un robot ménager. On a vu que les magasins, lors du premier confinement, ont été dévalisés en fouet, en spatule. Est-ce que vous avez aussi fait de la cuisine avec vos enfants, vous, des avez pâtisseries? investi ou pas Le cookie, c'était par exemple le produit star du premier confinement. Non, mais j'ai toujours bien aimé cuisiner avec mes enfants. Mais sans robot. Je ne sais pas cuisiner au robot, en fait. Je ne suis pas très bon. Vous êtes un fils de restaurateur, un petit-fils de restaurateur. Oui, À l'ancienne, mais à la casserole. maintenant, on a des restaurateurs, de grands restaurateurs qui utilisent des robots, qui ont des On citera batteries pas de nom, hein. de 7 ou 8 robots, parce que ça permet de faire les sauces, Oui. ça permet de faire les pâtes à pain, ça permet de faire les glaces. Très bien. Non, c'est pas une injure. Voilà. Hein. Donc non, à mon avis, ça nuit pas à l'authenticité de leur travail. Mais moi, je ne fais pas de robot. Mon épouse avait voulu absolument acheter un robot qui nous avait coûté très cher. D'ailleurs, je pense qu'on l'a utilisé 2 fois. C'est Parce que comme classique. c'est plus moi qui fais à manger et que moi je suis réticent au robot, ça n'a pas marché. C'est quoi vos plats signature à vous? Qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, pendant le confinement? Des choses vraiment simples. Enfin, j'aime faire des lasagnes. Voilà, parce que les lasagnes, en plus, on peut inventer une façon de faire les lasagnes avec tout ce qu'on trouve, ce qu'on a sous la main en produits de saison. Ça, j'aime plutôt bien faire ça. J'aime bien faire des sauces. À partir d'une viande, comment on invente une sauce, comment on allonge avec une crème, avec un bouillon. Ça permet en plus, dans ce cas-là, de convaincre les enfants que ça peut être bon parce qu'ils aiment la sauce à défaut d'apprécier la viande ou à défaut d'apprécier les légumes qui vont avec. Mais vous trouvez le temps de cuisiner alors que vous êtes un homme politique? On dit que vous êtes débordé. En confinement, ça peut aller, mais en temps normal, vous trouvez le temps encore Il y a une règle que je me suis fixée, c'est de ne rien faire le dimanche. D'un point de vue professionnel? D'un point de vue professionnel, d'un point de vue politique. Ça a été difficile au début de l'expliquer. Parce que le dimanche, souvent, c'est des moments d'assemblée générale où on peut se retrouver avec les pompiers, avec les boulistes, avec les Il y a anciens pas mal de combattants. politique le dimanche. Et en fait, Pas mal de réunions publiques. moi, je me suis fixé cette règle après une dizaine d'années de mandat. Et donc le dimanche, il peut être consacré à faire à manger. Ça me fait très plaisir. Franchement, ça me fait plaisir quand j'ai mes enfants. Alors, parfois c'est 1, parfois c'est 2, parfois c'est 4. Et quand ils sont tous là, je suis au spectacle. Et en fait, j'aime leur faire à manger. C'est un plaisir en soi.
Alors le confinement, on l'a vu, pour vous ça s'est bien passé, mais c'est aussi parfois la galère. On le voit pour les restaurateurs, il n'y a plus de service, il n'y a plus de clients, ils ont l'interdiction de servir à table, mais bon, ils continuent d'ouvrir quand même leurs portes. Les patrons doivent faire preuve d'ingéniosité et vous allez voir, ils se débrouillent comme un chef. C'est notre nouvelle rubrique. Pour continuer à cuisiner et vendre ses plats, le patron du restaurant Chez Françoise, qui est situé à 2 pas de l'Assemblée nationale et qui est notre partenaire dans cette émission, eh bien, il s'adapte. Cléa Joanneau est allée à sa rencontre. Regardez. Pascal Mousset, patron de Chez Françoise depuis 30 ans, 40 salariés, 300 couverts par jour, près de 5 millions de chiffre d'affaires, avant le confinement. Un salarié, 5 à 10 commandes par jour, 500 € de chiffre d'affaires par jour. On a besoin de garder le lien. On a fait ce choix parce qu'on veut garder le lien avec nos clients. On a besoin de nos clients pour continuer à garder le moral. On est une maison qui n'a plus de dette, donc on a repris de la dette. Ça nous permet de pouvoir peut-être passer cette crise plus facilement que ceux qui sont plus jeunes et qui ont beaucoup de dettes. Mais tous les restaurants aujourd'hui sont en danger. On va sur la boutique en ligne et on fait sa commande en ligne et on choisit soit une livraison, soit un click and collect. On a gardé tous les standards de notre carte, tout ce qui plaît à nos clients, et c'est nos classiques qui plaisent, le foie gras, le riz de veau, le rhum steak et le moelleux au chocolat. Le produit de saison du moment, c'est la coquille Saint-Jacques de la baie de Seine. Notre petit truc, c'est de la saisir sur une poêle anti-adhésive avec un filet d'huile d'olive vierge et l'associer avec une sauce aux fruits de la passion. Patrick Mignola, petit-fils de restaurateur, ça doit vous parler comme ça, un témoignage comme celui-ci. Vous imaginez peut-être votre grand-père à sa place. C'est terrible, c'est cruel pour un restaurateur. Vous le disiez vous-même, c'est tellement sympa de faire à cuisiner, puis là tout s'effondre, il faut s'arrêter. C'est terrible. On est en train de vivre une période complètement inédite, voilà, en affrontant plusieurs crises à la fois. Je crois que globalement, on a bien fait, au-delà des appartenances politiques, d'aider ces gens-là. Parce que c'est des passionnés, parce que c'est des bons, parce que c'est des gens qui ont investi. Je suis sûr que M. Mousset, il aurait pu faire plein d'autres choses dans la vie que restaurateur. Il fait ça aussi parce que ça m'intéresse. Vous croyez qu'avec les aides que vous avez mises en place, tous pourront s'en sortir après ce confinement ? Moi, ce qu'on me dit en tout cas sur le terrain, c'est que ça a permis, dans le premier confinement, clairement de passer l'obstacle. Sinon, c'était impossible. D'ailleurs, je le vois de l'autre côté des Alpes, en Italie. Il y a énormément de restaurants qui ont fermé, qui auraient même du mal à redémarrer aujourd'hui. Nous, ça a permis de maintenir la structure. Après, comme à chaque fois qu'on prend des mesures, on peut avoir quelques angles morts. Et les angles morts, c'est effectivement ceux qui se sont installés dans les semaines qui ont précédé le confinement. Donc là, c'est terrible parce que le modèle économique ne peut pas tourner, le business plan ne peut pas être réalisé, il n'y a pas de fonds de commerce. C'est difficile d'aller trouver justement même des prêts garantis par l'État alors qu'il n'y a pas encore un bilan qui a été réalisé. Donc là, on va essayer d'ajuster encore la législation pour ces personnes-là. Dans certaines villes de votre circonscription, on doit faire un effort. En fait. On doit faire un effort très particulier où là, on n'est plus en train de discuter de dette parce qu'au fond, ça coûtera plus cher que des restaurants comme ça ferment. Ça coûtera plus cher demain que de les soutenir aujourd'hui. Donc il faut faire cet effort un peu surhumain. Et objectivement, en plus, beaucoup d'entre eux ont su rebondir après le confinement en travaillant beaucoup. Mais il est évident que de toute façon, il y a un métier où on ne peut pas rattraper les choses. Dans le BTP, vous rattrapez les chantiers que vous n'avez pas faits, parce qu'ils sont toujours là. Mais un repas non pris, les gens ne viendront pas faire 4 repas le lendemain. Bien sûr. Dans votre circonscription, vous avez vu des restaurants fermés dans les villes de votre circonscription ? Non, on en a eu très peu. Certains ont fermé un de leurs restaurants. Par exemple, on a certains restaurateurs qui avaient 2 ou 3 restos. Ils ont maintenu les plus petits. Mais ceux qui étaient un peu plus grands ou un peu plus chics, n'avaient pas retrouvé de clientèle tout de suite, donc ils ont réduit la voilure. Ils ont remplacé ça par du retrait commande, et ça fonctionne plutôt bien. Je commande, je passe, je viens récupérer. Vous le faites, vous, ici, à l'Assemblée, par exemple ? Vous allez dans les restaurants alentours, passez commande, et puis hop, vous l'emportez ? Non, j'ai pas le temps de le faire, donc je prends le sac...
où il y a un petit repas de l'Assemblée qui est fait, et ça présente un inconvénient, c'est que c'est quand même moins bon donc, que dans les restos autour. Bon, tant mieux, on économise de l'argent public, mais enfin, c'est quand même pas terrible. Ça a un avantage, c'est que je peux déjeuner avec mes copains en visio, en fait. Ah oui, vous le faites, ça? Voilà, hier à midi encore, voilà, j'étais tout seul dans mon bureau et j'ai appelé un copain et on a déjeuné ensemble comme ça en visio. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour dans ma vie de faire des... Par exemple, voilà. les Uber Eats, les Frischti, enfin toute cette façon de consommer. Il y a ça en Savoie, par exemple, ou dans les... On parle des grandes villes, mais dans les non, coins... on a très peu. On peut avoir de la livraison. On a des entreprises de click and collect, hein, je veux dire, des traiteurs qui se sont installés. Moi, j'en ai un à 2 pas de ma permanence, qui est très bien, qu'on peut aller chercher. Mais là, bah, voilà, on vient sur place, on récupère les plats. Après, non, le reste, on n'a pas encore d'ubérisation. Ça ne me choque guère. Voilà. Oui. Parce que Ça peut peut-être permettre de vendre un peu plus pour les restaurateurs. Je trouve ça assez bien. Non, mais tant mieux si ça peut participer à leur santé économique. À tout dire, je trouve ça un peu bête quand on est chez soi de ne pas faire 50 mètres ou 100 mètres à pied pour aller chercher Donc vous dites aux restaurant Français, du n'allez coin, pas non plus sur Amazon, acheter vos produits, Non, mais acheter vos en fait, livres. il faut aller sur Internet, mais on n'est pas obligé de passer par le distributeur Amazon. 80% du commerce, d'ailleurs, en ligne en France, n'est pas assuré par Amazon. C'est Monsieur Le Maire qui disait ça l'autre jour à l'Assemblée. Exactement. Non, mais en fait, on se fait toute une histoire sur Amazon, parce que tout d'un coup, les supermarchés, certains d'entre eux, enfin c'est surtout Michel-Édouard Leclerc qui fait polémique autour de ça, ont voulu nous expliquer que les décisions qu'on avait prises finalement ne bénéficiaient qu'à Amazon, mais c'était pour se protéger lui-même dans ses propres intérêts. Donc tout ça n'a pas de sens. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il doit y avoir du commerce qui se numérise. Il y a des communes aujourd'hui qui investissent, qui créent des applis pour faire des vitrines virtuelles, que ce soit pour des restaurants, des petites plateformes, que ce soit pour des magasins de vêtements locaux, quoi, finalement. Mais bien sûr. Ça Et c'est ça qu'il faut qu'on invente. Au fond, Amazon a juste inventé l'idée la plus con du monde. C'est distribuer ce que font les autres. Eh ben, moi, je préfère qu'on aille acheter directement à ceux qui le font. Et vous avez vu le débat à l'Assemblée, vous avez vu comment ça se passe, les petits commerces qui ont fermé. L'opposition dit, finalement, il n'y a pas plus de risque d'aller se contaminer dans un petit commerce que dans une grande surface. Ils ont peut-être pas tout à fait tort, non? Ah, mais c'est parfaitement exact. D'ailleurs, la question, c'est pas que quand vous allez dans une grande surface, vous êtes protégé. C'est que vous avez des risques dans une grande surface. Et la question, c'est la multiplication des risques. C'est-à-dire que plus vous avez de rayons ouverts en grande surface, plus vous pouvez vous contaminer. Lorsque vous allez dans un commerce, vous avez un risque aussi. Parce que, en fait, ce n'est pas dans le petit commerce que vous vous contaminez. C'est parce que vous descendez de chez vous, vous allez prendre votre voiture au parking, vous allez dans la rue, vous faites de la queue dans la file d'attente, et donc vous multipliez les interactions sociales. Donc l'opposition, au fond, dans l'absolu, a raison de dire que, après tout, c'est pas plus dangereux à l'intérieur d'un petit commerce que sur son canapé. C'est pas le débat, c'est ce que vous dites en fait. Mais tant qu'on n'a pas inventé la téléportation pour passer directement du canapé à l'intérieur du petit commerce, il y a un risque de propagation le temps d'y aller. Alors Patrick Mignola, vous l'avez dit, vous avez 4 enfants, ils sont grands et petits. Noël est en ligne de mire. Là, comment va se passer ce Noël d'un point de vue festif, mais aussi d'un point de vue commercial? Alors vous allez faire vos courses comment à Noël? Le train électrique de votre dernier, vous allez l'acheter où? Alors, d'abord, pour mon dernier, c'est le Père Noël qui achète les trains électriques. S'il les commande, ce sera probablement plutôt une commande de Lego Ninjago ou de Playmobil. Moi, je suis sûr que le Père Noël sera en capacité, à la réouverture des magasins de jouets, ou en allant faire du retrait-commande dans les magasins de jouets. Avec son masque rouge. Voilà, et on fera. Il y a à Aix-les-Bains un formidable magasin de jouets. Il y en a plusieurs autres, plutôt en moyenne surface à Chambéry, et on le fera en faisant du retrait-commande sur rendez-vous. C'est comme ça qu'on essaiera d'organiser les choses. Et on va sauver Noël. À condition qu'on ne soit pas tous confinés, vous pensez qu'on va y échapper au confinement total? Oui, je crois. Donc on ira à l'école, on ira... Moi je crois, parce que ce que je constate dans ce qu'on me dit sur le terrain, alors c'est vrai qu'en Savoie, on n'était quasiment pas touché lors du premier confinement, on l'a été énormément dans le deuxième. On a eu 10 fois plus d'hospitalisation en 10 jours. Donc là, tout le monde est assez saisi. Moi, je constate beaucoup de discipline. Ça ne veut pas dire qu'on adhère. En tout cas, il y a de la discipline, il y a de la solidarité. Les gens appliquent plutôt bien les règles. Et paradoxalement, je pense que les Français comprennent beaucoup mieux que les politiques, qui font exprès de ne pas comprendre parfois, comment on organisait le confinement.
Allez, on va passer à la troisième partie de cette émission et on va parler du dessous des plats. Fabriqué en France, c'est un logo qui couplait un petit drapeau tricolore fleuri sur de nombreux plats transformés. Vous avez dû le voir, vous qui aimez les supermarchés. Pourtant, cette signalétique cache des pièges sur la réelle provenance des produits concernés. Alors, acheter 100% français n'est donc pas aussi simple que ça. La preuve avec cette enquête fouillée sur la prolifération des logos, c'est une enquête d'Émilie Henny. Bleu, blanc, rouge, dans les rayons de supermarchés, le Made in France fait vendre. À côté de ces drapeaux tricolores, de nombreuses mentions « cuisinés, fabriqués ou encore transformés en France ». Cette signalétique rassure le consommateur, mais n'est pas toujours très claire. C'est vrai que des fois on a des surprises, c'est marqué fabrication française et vous regardez dans les explications, il y a certains produits viennent de l'UE, c'est pas que je suis contre. Vous voyez là, c'est français, on en achète de temps en temps et hop, c'est meilleur. Un affichage parfois trompeur mais tout à fait légal. Une seule condition pour apposer ces mentions, la dernière transformation substantielle du produit doit être réalisée en France. Par exemple, du jambon fabriqué avec du porc élevé en Espagne, découpé ou cuit dans nos usines, peut tout à fait être estampillé Made in France. Et les exemples ne manquent pas, des abus traqués et dénoncés par l'ONG Foodwatch. On va se retrouver avec sur le paquet, chez Panzani par exemple, du viande bovine française, alors que dedans on va retrouver du porc qui vient de quelque part en Europe, on ne sait pas d'où. On va trouver des drapeaux français, on va trouver des petites cartes de France comme ici, fabriquées en France sur cette moutarde, alors qu'on sait très bien que la moutarde aujourd'hui elle est principalement produite au Canada. C'est la législation européenne qui réglemente cette pratique. Elle joue l'ambiguïté, elle l'autorise tout en interdisant la tromperie. Nous, on considère que ce type de démarche marketing induise en erreur le consommateur et donc elle ne devrait pas exister. Aujourd'hui, on ne devrait pas pouvoir faire ça. En fait, on fait croire au consommateur qu'il achète un produit 100% français alors qu'il ne l'est pas. Cela ne concerne pas seulement les géants de l'agroalimentaire. Cette start-up spécialisée dans les produits bio et vegan utilise aussi cette parade. Aujourd'hui, on s'engage pour tous les futurs produits à être uniquement dans du Made in France. Donc, cette pâte à tartiner-là, elle est Made in France. Des produits fabriqués dans la Drôme et en Haute-Savoie, mais lorsque l'on regarde de plus près, la provenance de ces ingrédients bio est, elle, plus exotique. Par exemple, les noisettes de cette pâte à tartiner sont directement importées d'Italie. Il y a très peu de noisettes disponibles sur le marché en bio. Elles sont déjà prises finalement par des plus gros industriels, donc c'est très compliqué de se sourcer en noisettes bio françaises. Aujourd'hui, pour s'y retrouver dans le maquis des labels, il y a Origine France Garantie. Pour l'obtenir, 50% du prix de revient du produit doit être acquis en France. Matières premières, main-d'œuvre, loyer de l'usine ou encore facture d'électricité, tout est pris en compte. Mais le label peine à s'imposer. Pour être sûr, on peut toujours se fier à l'appellation d'origine protégée, l'appellation d'origine contrôlée ou encore l'indication géographique protégée. Patrick Mignola, est-ce qu'il n'y a pas un peu tromperie sur la marchandise avec les étiquettes comme ça, cuisinées ou fabriquées en France ? Si, il y a tromperie, mais je pense qu'il faut qu'on soit très pédagogique et répétitif. Il faut dire et redire et re-redire que Made in France, il y a une réglementation qui est assez bien faite, justement, avec Origine France Garantie, pour que les Français sachent que c'est bien Origine France Garantie qui garantit que c'est fait en France. J'exclus pas totalement la question du transformer en France, parce que la cuisine, c'est des bons produits et c'est un bon tournement. Voilà. C'est aussi important d'avoir bien élevé le cochon que de savoir bien faire le saucisson. Oui, mais du mauvais cochon polonais bien cuisiné en France, ça reste un mauvais plat. Et donc, ça reste quelque chose qu'il faut forcément indiquer. Et je trouve que les labels ont assez bien évolué sur les dernières années. Ce qui nous manque, comme très souvent dans ce pays, c'est la notion de contrôle et d'application. C'est-à-dire que parfois, des personnes sont à la limite de la légalité dans les inscriptions produits et on ne les sanctionne pas. Vous savez, je pense qu'on a une passion pour faire des lois dans ce pays, on ne sait pas bien les appliquer. Moi, je me suis toujours dit que vision sans application égale hallucination. Donc plus de contrôle, voilà, la DGCCRF qui viendrait davantage contrôler les produits, c'est ça, la DGCCRF doit intervenir davantage. Mais évidemment. Ouais. De toute façon, si on veut défendre les plats, l'authenticité, en fait, l'enjeu de tout ça, c'est quoi ? C'est le prix.
C'est qu'avant tout, le consommateur, et on est tous pareils, va plutôt au moins cher. Et donc, s'il y a marqué France en plus sur l'étiquette et que c'est moins cher, c'est formidable. Mais enfin, si c'est moins cher, c'est que vous faites un peu rouler au passage. Enfin, je veux dire, il y a une Et le évidence. Made in France, ça fait vendre quand même. Et c'est bien pour ça. En fait, ça finit de vous convaincre d'acheter des produits pas chers. Donc, je pense que le vrai enjeu, comme le dit souvent mon copain Richard Ramos, c'est une éducation au goût et c'est une éducation à l'arbitrage budgétaire. De temps en temps, il vaut mieux se dire qu'on achète une vraie bonne viande d'origine France, plutôt que vouloir absolument bouffer de la viande à tous les repas, ce qui est parfaitement inutile pour l'équilibre et même pour le développement des enfants. Et en fait, on n'a pas encore cette culture-là. Ça veut dire qu'il faut acter qu'un produit français est forcément plus cher. Évidemment. Évidemment. Parce que aujourd'hui, enfin, je veux dire, les gens ne font pas ça pour rien. Pourquoi les industriels vont chercher du porc qui est fait en Pologne? Parce que ceux qui élèvent les porcs en Pologne sont payés 4 à 6 fois moins qu'en France. Voilà, je veux dire, c'est une sorte de délocalisation qui abîme les choses. Et franchement, on a besoin de soutenir nos filières. C'est les limites de la mondialisation aussi. On doit mieux manger. Oui, mais et puis après, certains peuvent faire le choix. Vous avez envie de manger de la viande tous les jours, donc vous achetez de la viande à pas cher. Elles sont gonflées d'eau et elles sont fabriquées par d'autres. Très bien, c'est votre choix. Mais moi, je pense qu'il faut inciter, à partir du plus jeune âge, à manger et à boire meilleur. Moins souvent, peut-être. Mais moins souvent. Prenez une bonne bouteille de vin qui est fabriquée en France, qui peut coûter 17 ou 18 euros à l'achat. Ça fait déjà une belle bouteille de vin. Il vaut quand même mieux avoir une bouteille de vin par semaine que s'acheter des espèces de briques de vin dégueulasses qui ont été fabriquées dans je ne sais quel pays. Voilà. Mais on n'est pas aux confins de la tromperie parce que vous dites vous-même, acheter, vous avez répondu à Brigitte, acheter français c'est plus cher. Donc quand on achète fabriqué français, on se dit c'est normal que ce soit plus cher. Or, ce n'est pas des produits français. Et le double jeu de la législation européenne aussi, qui lutte contre la tromperie mais qui autorise ce genre d'étiquetage. Oui, mais parce il ne faut pas faire le ménage là. Mais parce que tout est dans l'application. En fait, quand une loi est mal appliquée, il ne faut pas faire une autre loi. Il faut appliquer la loi. Ça veut dire quoi dans ce cas? Ça veut dire une présence DGCCRF qui va vérifier sur le terrain que le consommateur n'est pas trompé, qui va regarder dans les comptes. Ils sont légaux, ils sont licites, ils sont légaux. Ils ne sont pas toujours légaux. Ceux que notre reporter a filmés, ils sont légaux. Quand vous mettez et là, il n'y a pas de contrôle à faire, c'est consubstantiel au logo. Quand vous mettez transformé en France, vous êtes dans la légalité. Dans le fabriqué en France, en fait, c'est un label qui n'existe pas. Soit vous êtes made in France, et ça c'est très réglementé, soit vous êtes transformé en France, voire transformé dans la région, soit vous êtes origine France garantie. Et donc, quand quelqu'un met fabriqué en France, très concrètement, sur un produit, en fait, il s'est inventé un logo. Il a mis le bleu, blanc, rouge sur le bulletin de vote. Donc là, on pourrait presque être sanctionné, finalement. Et là, il peut y avoir sanction. Donc en fait, souvent, c'est une affaire d'application. Et il faut qu'on soit beaucoup plus présent en application sur le terrain. Et c'est aussi parce que nos agriculteurs, nos éleveurs, ils ne sont pas toujours bien rémunérés, que les produits made in France sont plus chers. Est-ce que ce n'est pas un peu les limites de la loi Egalim aussi? Est-ce que cette loi, elle a tenu finalement toutes ses promesses? Non, pas suffisamment. Parce qu'au fond, on s'est intéressé dans la loi Egalim, je pense, à beaucoup de sujets connexes. Qui ont complètement détourné la loi de son objet. En fait, les hypermarchés en ont rêvé et les parlementaires sont arrivés à le faire. Qu'est-ce qui ressort de la loi Egalim dans l'opinion publique? Le glyphosate. Parce qu'on s'est écharpé sur la question du glyphosate, question importante, avec des évolutions techniques, technologiques qu'il faut conduire le plus rapidement possible. C'est formidable. Mais on a oublié ce que c'est que la loi Egalim. La loi Egalim, c'est pas de savoir si, oui ou non, en fait, on va supprimer le glyphosate en 18 mois ou en 24 mois. Est-ce que l'éleveur, l'agriculteur sera mieux rémunéré pour Exactement. C'est dans la chaîne de valeur, comme dans tout système économique, entre celui qui produit, celui qui distribue, celui qui consomme, de la fourche à la fourchette. Comment on répartit mieux la valeur ajoutée? Il faudra y retourner, il faudra à nouveau légiférer. Et là, pour le coup, on va être obligé de relégiférer. Et s'il ressort quelque chose de ces crises, c'est probablement qu'on a retrouvé l'idée qu'on est assez interdépendants. On est dépendants les uns des autres. Et donc,
je ne suis pas naïf sur le fait que chacun essaye de gagner sa vie et que la grande distribution, évidemment, voudra continuer de gagner la sienne. Mais on s'est probablement rendu compte qu'il y a besoin de rééquilibrage entre les acteurs. La question du partage de la valeur, oui, le partage entre le capital et le travail dans toutes les entreprises, mais entre tous les acteurs d'une chaîne industrielle ou agroalimentaire, c'est une question, vous le verrez, moi j'en ai la conviction qui va monter très fort dans l'année qui vient. Allez, il nous reste quelques instants, on va passer au péché mignon. Alors j'en suis sûr qu'il figurait à la carte du restaurant de votre grand-père. Oui, À la neige. exactement. Oui, parce que ça c'est intemporel, années Ouais. 40, années 2020, Bien sûr. on adore les œufs à la neige. Ouais. Alors c'est donc ça, c'est régressif, c'est le goût de l'enfance, complètement. C'est ça, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Ça ressemblait à ça visuellement. Là, on a Non. des œufs à la neige façon gâteau. Non, parce que, vous voyez, en fait, j'aime pas quand il y a du caramel dessus. Alors pourquoi? Parce que j'aime la rencontre du goût de ce nuage de blanc d'œuf Oui. avec la crème anglaise. D'accord. Ça, Et le petit côté croquant du Alors, on va caramel. le goûter, on va le celui-là, goûter. On a eh le ben- droit d'enlever les masques. on enlève les Hop. masques. Oui, mais vous avez Pas un les côté masques pour le croquant, caramel. Mais après, vous resucrez. Ah oui. Voilà. Et donc, au fond, si vous rajoutez du sucre à une crème anglaise qui l'est déjà suffisamment, voilà, c'est pas forcément, Ça fait trop de sucre. c'est pas forcément bon. Voilà. Vous voulez pas le goûter avec nous? Si, je vais le goûter. si j'ai le droit d'enlever le masque. Oui, vous avez le droit. Permission pour le dessert, mais vous avez dit il ne ressemble pas à celui de mon grand-père. Pourquoi? Non. Parce que le blanc n'était pas monté de la Visuellement, même c'est ça façon visuellement. Non, parce qu'il le faisait vraiment comme des œufs. C'est-à-dire qu'en fait, il montait ses blancs et il arrivait en fait à les fabriquer dans le plat le plat, enfin la cuve d'eau bouillante, dire de telle sorte que il soit Vous faisiez une vraiment quenelle comme un œuf. il soit vraiment voilà comme oblong. Voilà. Très bien, au blanc. Et comme ça, on avait 2 ou 3 dans le plat et c'était juste formidable. Notons au passage Voilà. la petite astuce, son grand-père la faisait cuire dans l'eau bouillante, Dans l'eau bouillante, et non ouais. pas dans le lait. Et c'est mieux parce que l'eau bout à 100 degrés et vous pouvez davantage durcir vos Parce que blancs en ça- neige alors que le lait bout à 90 degrés. Donc c'est une petite astuce, voilà, Juste. que votre grand-père connaissait bien entendu. C'est comme ça qu'on fait mieux les œufs pochés, quoi. Voilà, exactement. Alors pendant le confinement, c'est pas toujours facile de voir la vie en rose. Oh. Les appartements sont parfois exigus. On a le droit de sortir qu'1 heure par jour. Alors on a décidé de vous redonner un peu la banane. Alors ça vous redonne sûrement un peu la banane déjà, ce C'est- dessert-là, Patrick C'est Mignola. très très bon. Mais sinon, c'était quoi ces petits moments de grâce que vous avez eus pendant le premier confinement ou que vous avez encore aujourd'hui? Qu'est-ce qui finalement vous rend heureux, vous fait plaisir Alors, moi j'ai vécu un confinement un peu singulier puisque je faisais partie des 15 parlementaires qui devaient quand même venir toutes les semaines à l'Assemblée pour pouvoir faire vivre le Parlement en portant les voix du groupe que je préside. Mais j'ai passé un peu plus de temps à la maison, donc j'ai pu passer un peu plus de temps avec mon petit dernier. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, à un moment j'avais arrêté la politique dans ma vie. Et c'était précisément au moment où on a décidé de faire un bébé. Et puis finalement, pas de chance. Il faut prendre toutes les chances comme elles viennent. C'est-à-dire, il est né au moment où je repartais dans une carrière politique et où je suis devenu député. Donc le temps que je peux passer avec lui, Vous avez fait quoi avec c'est un lui? temps formidable. Des échecs peut-être, non? Oui, c'est ça. Alors on aime passer récupéré cette photo, on aime là passer un peu de temps ensemble. Grandeur nature, hein? Franchement, ce qui le fait le plus rire, c'est de mettre son père en difficulté quand il s'agit de monter des Legos. Mais il est passionné par les échecs. Il joue Il y déjà a beaucoup à son d'enfants. C'est où ça? Ça se trouve, et il commence- c'est chez vous? Alors, ça se trouve très exactement. Là, on devait être à Amboise. Ah, Puisque je l'avais amené à Amboise voir les mini-châteaux pour Oui, on qu'il voit derrière. découvre tous les petits châteaux du Val-de-Loire. Mm. Voilà. Et puis là, il y avait un jeu d'échecs géant, et donc on a appris Vous n'étiez les pas le pièces, on a roi appris les dans le jeu déplacements. d'échecs. Vous étiez le roi? Je suis jamais le roi. De toute façon, avec mes enfants, j'ai pas voix au chapitre. Voilà. Et sinon, vous avez pu lire un petit peu? C'est quoi votre livre préféré ou votre livre du confinement? C'est les Gallo. J'ai fait beaucoup de Max Gallo pendant le confinement. J'ai passé l'année quasiment sur les biographies, les récits historiques de Max Gallo. monomaniaque, que du galop. Qui était formidable. Oui, oui. Vous avez fait l'intégrale? Oui, il y a des périodes comme ça. Comme ça. Vous voyez, j'avais eu une année Zweig. Ah. Là, c'est Gallo. Magellan. Avec Le joueur en plus, d'échecs, Stéphane Zweig. joueur d'échecs. Et il y avait chez Gallo, il y en a un qui est absolument formidable d'ailleurs. C'est un des tout derniers qu'il a écrit. C'est son autobiographie. C'est L'oubli et la ruse du diable.
et qui décrit comment d'une famille modeste, d'un ouvrier métallo, voilà, il est monté au sommet de l'État et à l'Académie française. Je dis, voilà, c'était des très belles histoires aussi. Vous avez plus lu pendant le confinement? Parce que certains disent on n'a pas pu lire, on était encombrés, cette angoisse anxiogène, j'arrivais pas à me plonger dans un livre, c'est pas votre cas? Non, moi, enfin, dans la journée, je lisais assez peu, parce que pendant le confinement, il y avait beaucoup de choses à gérer, malgré tout. Enfin, et notre devoir, c'était plutôt d'être au contact avec les acteurs économiques et sociaux. Mais moi, je lis tous les soirs, voilà, avant de m'endormir. On n'est jamais très loin de la politique. Hein. J'ai la chance de dormir peu. Dans les séries que vous aimez, puisque je crois que c'est Baron Noir, votre série préférée. Oui, c'est ça. J'ai adoré Baron Noir. Je trouve ça formidable. Mais au fond, avec le recul... Ça vous semble réaliste? C'est pire que ça. C'est qu'en fait, finalement, ils avaient assez peu d'imagination par rapport à ce qu'on vit. Donc on a quand même un candidat populiste qui arrive quasiment après les à gilets gagner la jaunes. présidentielle. Ça, c'est la dernière série, oui, effectivement. Non, mais après les gilets Ça vous fait jaunes... pas faire des cauchemars, Baron Noir? Après les retraites, la crise sanitaire, la crise économique et sociale, la crise sécuritaire, ce que j'ai vécu dans ce premier mandat de parlementaire, il me reste l'invasion des sauterelles ou celle des extraterrestres. Voilà, donc il faut prendre les choses avec recul, avec distance, avec le plus de sérénité et de solidité possible. Mais je trouvais ce scénario parfois invraisemblable. Et finalement, la réalité l'a largement dépassé. Voilà, presque rattrapé en tout cas. On va écouter quelque chose maintenant, si vous voulez bien. Attention au prénom, hein, parce qu'il y a deux frères. Donc c'est Gauthier. Oui, c'est Gauthier, c'est le violoncelliste. Gauthier Capuçon, pour ceux qui ne l'auraient pas reconnu. Est-ce que vous avez reconnu la musique? Plus fort en fromage qu'en musique classique. Oui. Patrick Moi, Mignola. je suis un mélomane amateur. J'aime entendre de la musique classique. J'ai eu la chance d'ailleurs de côtoyer les frères Capuçon parce qu'ils sont tout simplement originaires de la commune Ah oui, c'est vrai. dont j'étais maire, la Ravoire, la petite commune dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Et j'étais en classe avec leur grande sœur. C'est ces deux garçons qui ont Un talent dingue, un talent absolument formidable. C'est vrai que j'ai une préférence pour le violoncelle. C'est des artistes qui sont très occupés, qui sont très sollicités, mais qui en plus savent d'où ils viennent et essayent de rendre. Et ça, ce sera pour les jours heureux. Merci Patrick Mignola d'avoir accepté notre invitation. Mais on peut les écouter aussi sur Internet. Bien sûr, les retrouver sur Internet. On va remercier aussi le restaurant chez Françoise qui nous a fourni, comme chaque semaine, tous ces plats. Merci Jean-Pierre, merci à vous tous de nous avoir suivis. Et puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Politique à table.